Ma sœur vénérait Didier, mais aussi ses parents, chez qui elle menaçait d'aller s'installer dès que le temps tournait à l'orage à la maison, c'est-à-dire quotidiennement ou presque. Les disputes entre elle et ma mère, toujours plus violentes, étaient incessantes, et j'ai le souvenir très net de scènes de repas familiaux pour le moins épiques, lors desquels, sitôt que le sujet de Didier et le projet de ma sœur de quitter le lycée qui lui était rattaché venait sur la table, celle-ci entrait instantanément dans des transes qui la faisaient s'enfuir de la maison telle une furie et descendait en courant la voie sans issue où nous habitions pour aller faire du stop le long de la départementale en plein hiver et en pleine nuit pour aller retrouver Didier chez ses parents ou autre part. Il pouvait lui arriver aussi de trouver elle-même un prétexte destiné à provoquer ce genre de scène, au croisement du psychodrame familial et du théâtre de boulevard, pour pouvoir au plus vite finir par claquer la porte de la cuisine en hurlant, dévaler les escaliers dans des états d'hystérie échappant à la description et s'enfuir à toutes jambes dans la nuit, car Didier l'attendait en fait au bas de notre impasse, au volant de sa Sim Camille, prêt à démarrer sitôt qu'il l'apercevrait. Après de telles frasques, il n'était pas rare qu'on ne la revît pas avant 2 ou 3 jours, durant lesquels ma mère était au sang-cou, minée par l'inquiétude. Car après tout, lorsque Didier ne la guettait pas lui-même sur la départementale, n'importe qui aurait pu la prendre en stop. Et en même temps, emplie de colère et de désespoir, pleurant sur tout ce qu'elle savait, poussant de sonores lamentations, implorant Dieu pour que tout cela s'arrête, en proie aussi à des crises de brûle carabinées comme à l'agonie. Mon père, quant à lui, s'il était présent lorsque de semblables scènes éclataient, jouait un rôle assez ambigu, en ce qu'il s'efforçait au maximum de justement n'en tenir aucun, en apparence, comme s'il eût été étranger à ce qui se passait sous ses yeux. Bien qu'il désapprouvât tout autant que ma mère la liaison de ma sœur et son comportement invraisemblable, il n'intervenait à aucun moment dans les conflits, demeurait muet et quasi impassible, sans prendre parti en aucune façon pour l'une ou pour l'autre menée dans son assiette. L'annuaire indiquait également l'adresse précise où résidaient les parents de Didier. Et après avoir longtemps lutté contre cette nouvelle idée, elle finit par céder à ses impulsions et dans un état second, s'était rendue une après-midi sur place, à une dizaine de kilomètres de chez nous, afin d'aller sonner à leur porte et tenter d'avoir une discussion sérieuse avec ces gens. L'endroit avait mauvaise réputation dans la région, comme toutes les cités HLM plus ou moins misérables, et c'est la peur au ventre qu'elle avait pénétré au volant de la Renault 14 familiale dans ce labyrinthe d'immeubles, tous bâtis sur le même modèle, hauts de 15 étages ou davantage et aux façades noircies, s'attendant à tout moment à suivre une horde de délinquants. Elle mit un certain temps pour découvrir l'immeuble en question, identifiable uniquement par un code alphanumérique inscrit sur une petite plaque de fer déglinguée fixée au-dessus d'une porte d'entrée qui l'était tout autant. Nul besoin de clé, la serrure avait été ôtée, ni de passer par un interphone pour pénétrer dans l'enceinte du bâtiment, au bas de laquelle musardaient quelques jeunes désœuvrés fumant du hache qui l'apostrophèrent vaguement lorsqu'elle vint à passer à leur niveau en évitant de le regarder. Elle avait accéléré son pas déjà rapide et s'était engouffrée dans le hall d'entrée délabré pour y chercher parmi les innombrables rangées de boîtes aux lettres le nom des parents de Didier afin de déterminer l'étage où se situait leur appartement. Tremblant des pieds à la tête, angoissée à en crier, elle avait appelé l'ascenseur dont les portes brinque-ballantes s'étaient aussitôt ouvertes devant elle avec fracas et avait appuyé d'un doigt fébrile sur la touche marquée d'un 8. Là, durant les quelques secondes que dura la progression de l'ascenseur aux parois recouvertes de descentes saines, de marques de brûlures faites à l'aide de briquets, de cigarettes et de hiéroglyphes incompréhensibles, des tags, face au reste de miroirs piqués tapissant le fond du caisson en métal et croisant son propre regard pour s'en détourner aussitôt, elle prit enfin conscience du caractère aberrant de ce qu'elle s'apprêtait à faire, de ce à quoi elle en était réduite, et prit véritablement peur. Mais elle ne renonça pas, et quelques secondes plus tard encore, se trouvant déjà face à la porte de l'appartement qu'elle cherchait,
une oreille collée à celle-ci pour tenter de repérer quelques mouvements à l'intérieur qui eût pu lui donner une vague idée du nombre de personnes s'y trouvant et de leurs occupations présentes. Une sorte de faible rumeur continue pouvant émaner d'une télévision, d'un poste de radio était perceptible, mais il demeurait difficile de localiser son origine exacte, laquelle pouvait aussi bien se situer dans un appartement mitoyen, et puis son cœur battait trop fort, trop vite, pour qu'elle pût entendre clairement quoi que ce soit. Elle appuya sur la sonnette et constata qu'elle ne fonctionnait pas. Elle décida de toquer de façon presque imperceptible d'abord, puis un peu plus fort, rien n'ayant bougé à l'intérieur après son premier essai. L'œilleton de la porte s'ouvrit en produisant un faible cliquetis et s'emplit d'obscurité à nouveau, attestant d'une présence en train de l'observer, mais la porte demeura close. Un visage, celui de la mère, apparut entre le chambranle et la porte, derrière la chaîne, grossièrement fardé, hautain, qui lui déclara tout de go que l'on n'avait rien à lui dire et qu'il valait mieux partir, en lui donnant ironiquement du madame. Elle fondit en larmes, mais se ressaisit presque aussitôt, comme toujours dans ces cas-là, pour se lancer dans une confuse logorrhée ayant pour but de faire comprendre à la mère de Didier que ma sœur était en train de foutre sa vie en l'air à cause de son fils, ce qui fut logiquement interprété comme une attaque frontale et du fils et des parents, ainsi qu'une intolérable mise en accusation de la condition sociale de cette famille. On lui rétorqua donc, en gros, que si Didier n'était pas assez bien pour sa fille, au moins lui ne détestait pas ses parents au point de vouloir s'enfuir de chez eux, et que ma sœur était bien méritante d'avoir supporté jusque-là une mère pareille, un tel dragon. Comme elle insistait pour rentrer malgré tout, le père de Didier, le portrait du fils en version rougeaude et dégarnie avec 20 ans et autant de kilos en plus, jusque-là tout à fait muet et invisible, se décida à venir à la rescousse de sa femme. Sans prononcer un mot, il ôta prestement la chaîne de sûreté retenant la porte et, vêtue en tout et pour tout d'un caleçon informe et d'un maillot de corps à la propreté douteuse, une cigarette coincée entre les lèvres, vint se camper sur son perron, se proposant d'user de la force si nécessaire pour la faire décamper, en lui brandissant un poing fermé juste sous le nez, lui soufflant au visage une fumée épaisse et odorante. Elle avait vivement reculé, croyant à peine ce qui était en train de lui arriver, ne s'expliquant pas comment les événements avaient pu si rapidement et si mal tourner. Mais avant de s'enfuir à toutes jambes de cet endroit maudit entre tous, elle avait malgré tout eu le temps de jeter un bref coup d'œil par-dessus l'épaule de l'homme bedonnant et hostile qui menaçait de se jeter sur elle, l'aurait-il vraiment fait, pour tenter d'apercevoir l'intérieur de l'appartement, maintenant que la porte d'entrée en était grande ouverte. Un taudis. Des cendriers débordant de mégots posés partout à travers ce qui semblait tenir lieu de salon, de la vaisselle sale, laissée à l'abandon sur une table bancale maculée de taches, des canettes de bière traînant à même une moquette de couleur indéterminée, rongée jusqu'à la trame, un canapé éventré et cette télévision qui tournait en plein après-midi comme si ces gens de toute évidence totalement désargentés et bien peu fréquentables, vivant probablement des allocations, passaient l'essentiel de leur journée devant celle-ci au lieu de travailler. L'exact opposé de notre maison immaculée à la propreté clinique et de ceux qui l'habitaient. Ainsi, c'était là la sorte de famille de substitution, une vie pareille, malpropre et marginale, qui faisait rêver sa fille. Et cela était pour elle tout à fait incompréhensible, inexplicable, insensé. Elle en aurait hurlé de désespoir.